Voilà, chers confrères, chers consoeurs, chers amis, merci beaucoup pour cette invitation. Donc aujourd'hui, le titre de notre présentation, c'est les changements de paradigme en oncologie. L'oncologie, cette discipline qui évolue quasiment au quotidien, meilleure connaissance des maladies, meilleure détection des maladies, et puis évidemment une thérapeutique qui évolue extrêmement rapidement. On a choisi aujourd'hui pas de traiter de tous les changements de paradigme, mais de vous en présenter 3 qu'on a jugés extrêmement importants, car ils impliquent la prise en charge au quotidien de nos patients et la prise en charge demain de nos patients. Le premier qu'on va discuter, c'est la fin de la chimiothérapie pour les cancers du côlon métastatiques porteurs d'une instabilité microsatellitaire. Ça veut dire plus de chimiothérapie, peut-être, pour ces patients. Mes conflits d'intérêts. Rappelons-nous juste, qu'est-ce que c'est qu'un microsatellite ? Dans notre ADN, on retrouve à plusieurs endroits, environ 20 000, 30 000 positions, des répétitions. Vous voyez ici une répétition de C et de A, de C et de A. Ça peut être des mono, di, tri ou tétranucléotides. L'ADN polymérase va répliquer. Occasionnellement, elle va faire une erreur. Ces tandem repeat, c'est-à-dire ces doublés, triplés ou quadruplés, peuvent se situer, comme je l'ai dit, partout dans le génome, dans un gène, dans la partie codante d'un gène. Vous vous rendez donc compte qu'en altérant la séquence d'ADN, on peut altérer la protéine. Normalement, les gènes de réparation de l'ADN sont capables d'enlever cette erreur de réplication. Ce qui se passe quand nos gènes de réplication ne fonctionnent pas, un ou plusieurs de ces gènes, c'est que cette altération, cet ajout ne va pas pouvoir être enlevé. Alors il faut plisser un petit peu les yeux, mais croyez-moi, il y a ici un C et un A en trop par rapport à la séquence d'origine. On parle ici d'instabilité des microsatellites. Comment ça se détecte au quotidien ? Eh bien, il s'agit d'une PCR. On a déterminé, un panel d'experts a déterminé 5 marqueurs, 1, 2, 3, 4 et 5, qui représentent des mononucléotides ou des dinucléotides. Ce panel est international et fait dans tous les laboratoires accrédités. Si vous avez 2 ou plus altérations, votre tumeur est dite microsatellite instable high. Si vous n'en avez qu'une altération, c'est low, et si vous n'en avez aucune, votre tumeur est dite stable. On peut aussi détecter l'expression de la protéine réparatrice d'ADN. Vous vous souvenez de ces 4 protéines que vous avez apprises lors de votre médecine. Actuellement, on le détecte par immunohistochimie. Dans la séquence des examens faits au laboratoire, on ira d'abord détecter la présence ou l'absence de cette protéine qui conférera le Deficiency Mismatch Repair. En cas de doute, on optera pour la PCR. La perte de fonction des gènes de réparation, à l'état germinal, c'est le syndrome de Lynch. Vous avez ici M. Henry Lynch, décédé l'année dernière. Ça représente 5% des cancers du côlon. On le retrouve aussi de forme somatique. Et là, c'est environ 10% des cancers du côlon, avec un gradient, comme vous pouvez le voir, nettement plus fréquent pour les tumeurs à droite, et puis qui diminue jusqu'au cancer du rectum, où la fréquence est d'environ 2%. La mise en évidence de cette instabilité microsatellitaire ou de la déficience est importante parce qu'elle est pronostique. Elle est pronostique pour les stades précoces, et on omettra même la chimiothérapie adjuvante pour ces stades précoces, et elle est prédictive d'une non-réponse à certaines chimiothérapies. Comment fonctionne finalement cette immunothérapie ? Eh bien, des études, et ça je vous montre ici un vieil article publié dans Science en 2015, montraient que plus vous avez de mutations non synonymes, ça veut dire que la protéine va changer à cause de la mutation, meilleure est la survie des patients. Et ceci est corrélé, comme vous pouvez le voir, avec la formation de nouveaux antigènes.
Donc le mécanisme, c'est que les gènes de réparation vont induire énormément d'erreurs, que ces erreurs dans les gènes vont induire la formation de nouveaux antigènes qui vont pouvoir être détectés par votre système immunitaire. L'étude qui conduit au changement de paradigme aujourd'hui, c'est celle-ci, la Keynote 177, une étude dans laquelle on a inclus des cancers du côlon métastatiques avec une déficience des gènes de réparation d'ADN, randomisés, immunothérapie ou chimiothérapie. Faites-moi confiance, c'est une chimiothérapie classique telle qu'on la donnerait au HUG. Le crossover était possible. Le point d'intérêt était la survie sans progression. Un deuxième outcome était la survie globale. Je vous présente maintenant les données primaires de la survie sans progression. En bleu, vous voyez la courbe des patients traités par pembrolizumab, en rouge, la courbe des patients traités par chimiothérapie première. Ce que vous constatez, c'est qu'il existe une différence à la médiane. On double la survie sans progression des patients traités par immunothérapie. Deux commentaires, je pense, importants. La première, c'est que vous voyez ce fameux plateau dont on parle régulièrement, qui est atteint généralement autour des 24 mois. Peu de patients progresseront après ces 2 ans et resteront sous immunothérapie. L'autre chose qui est importante et qui est un petit peu troublante, c'est le croisement de ces courbes. Comment l'interpréter ? Eh bien, dans les 6 premiers mois, la chimiothérapie permet à la tumeur de progresser moins vite que l'immunothérapie. Voilà le type de réponse. Dans 44% des cas, à l'évaluation, on aura soit une diminution, soit une disparition de la tumeur si on est traité par pembrolizumab, contre 33% pour la chimiothérapie. 3 fois plus de réponses complètes, mais tout le monde ne répond pas à cette immunothérapie. Comme vous pouvez voir, il y a environ 3 fois plus de patients, malgré cette sélection avec un biomarqueur qui semble être valide, progresseront lors de leur première évaluation scanographique. Il faut attendre environ 2 mois pour répondre soit à l'immunothérapie, soit à la chimiothérapie, d'où le fait qu'on n'évalue pas trop précocement nos patients avec un scanner. Les effets secondaires, eh bien, si on regarde tous les effets secondaires de grade 3, pour donner une idée, une diarrhée de grade 3, c'est entre 5 à 6 diarrhées par jour, donc c'est vraiment substantiel, et diminué de l'ordre d'environ 40%. Il y a évidemment des effets secondaires immunomédiés de l'ordre de 9%. Où est-ce que va le futur ? Le futur, vous avez vu avec une immunothérapie, si on combine 2 immunothérapies présentées dans le même congrès, mais c'est une étude non randomisée d'un seul bras, voici où on en était avec une immunothérapie. Avec 2 immunothérapies, on atteint pratiquement les 80%, avec toute la réserve du design d'une étude à un seul bras. Le futur, c'est peut-être aussi ça. Ici, vous voyez un article publié récemment dans Nature Medicine, où 35 patients avec des tumeurs localisées étaient traités par une double immunothérapie. En rouge, vous avez les patients microsatellite instable, où les gènes de déficience de l'ADN étaient déficients. 12 avaient une réponse complète à la chirurgie. Il n'y avait plus de tumeurs à la chirurgie. 7 avaient moins de 10% des cellules viables à la chirurgie. Mes conclusions sont que la recherche de cette instabilité doit faire partie de tout diagnostic de cancer localisé ou métastatique. L'immunothérapie est maintenant le traitement de référence des cancers colorectaux métastatiques avec cette instabilité microsatellitaire. 50% des patients n'auront jamais de chimiothérapie parce qu'ils répondront à long terme. Malheureusement, tous ne répondront pas à cette immunothérapie. Et puis la présence d'une tumeur MSI high doit faire rechercher un syndrome de Lynch. Je vous remercie.